économiste, enseignant-chercheur au laboratoire phare de l'université Paris-Sorbonne. Rodolphe Bonas est avec nous. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Guillaume. PDG du groupe Aristide Retail Technologies, expert de la consommation. On parlera aussi de la folle semaine de Bruno Le Maire tout à l'heure, qui a encore divagué entre distributeurs, industriels et puis, Total. Oui. La rentrée est ainsi faite. Bon, messieurs, ne soyons pas bégueules. Nous sommes à un peu moins de 3 heures du début de la Coupe du Monde de rugby avec ce France-Nouvelle-Zélande qui nous attend. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, on lit beaucoup d'articles ces jours-ci. La France, test majeur, test logistique avant les JO. Test d'attractivité aussi, j'entends et je lis beaucoup ça. Voilà, on a l'impression que là, on se teste un peu comme un jour d'émission d'aide sur les marchés financiers, finalement. Voilà. Est-ce qu'il y a un test là pour l'attractivité Je ne sais pas si un test. De toute façon, l'attractivité, elle va bien. Le monde entier nous regarde, ça c'est vrai. Le monde entier nous regarde. Après, je pense qu'il y a des inquiétudes qui sont moins liées, à mon avis, à l'attractivité de notre pays de manière générale, au fait des inquiétudes. Il y a eu des préavis de grève, il y avait des incertitudes sur l'organisation, enfin pas de l'événement, mais on a toujours peur que ça coince un peu d'ici de là, sachant que l'année prochaine ce sera encore plus important, surtout qu'il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc ce qui va faire encore plus de choses. Il y a des attentes en termes de retombées économiques. Il y avait l'étude de Deloitte qui nous disait que ça fait 2, quelques milliards. 4 exactement. Pour une fois, c'est moi qui précise les chiffres de Frédéric, c'est pas tous les jours. L'étude, elle date de 2017. C'est ça, exactement. Donc c'est une étude relativement ancienne, mais bon, qui semblait dire que ça pourrait faire entrer aussi 119 millions pour les finances publiques. Bon, alors il faut voir ce qui va être le cas, mais je comprends qu'il y ait une espèce aussi d'inquiétude, puisque ça a lieu aussi dans un climat économique un peu particulier, qui est cette inflation. Voilà, donc c'est à la fois un événement heureux et en même temps à voir comment les choses, on peut les gérer. Surtout que c'est une coupe qui va durer longtemps. Je veux dire, un mois et demi, 48 matchs. Très long. Donc quand même, ça crée beaucoup de mobilisation. Vous êtes d'accord, pour vous, l'idée qu'on passe aussi un petit test d'attractivité économique quand même à cette occasion? Oui, c'est clair. Je pense que la première action, c'est en effet pas bouder son plaisir. Et puis d'ailleurs, même sur le terrain sportif, on se souvient, là il y a eu aussi des études, alors avec des chiffres un peu variés, mais qui disaient que la croissance française de l'année 2000 devait beaucoup, ou en partie, à la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Donc il y a des effets, évidemment au-delà du côté folklorique, il y a évidemment un effet économique. Je dirais, pour rejoindre ce qui a été dit, évidemment cette Coupe du Monde de rugby, tout le monde la voit comme une immense répétition générale des Jeux Olympiques. Alors qui dit répétition générale dit parfois un peu fausse note, ça peut arriver. Je pense que l'enjeu pour nous, c'est exactement celui que vous avez dit, c'est d'essayer de faire mentir nos clichés. Je dirais, le monde entier nous attend sur les préavis de grève, la France, un décrottable gréviste. Il faut qu'on arrive à faire mentir ça, qu'il y ait 1 ou 2 préavis qui traînent, c'est à peu près inévitable. Il faut qu'on montre que, j'allais dire, même pas mal. C'est à mon avis l'enjeu essentiel pour se rassurer à un an des JO. Il y a quelques mouvements sociaux qui ont été étouffés, tués dans l'œuf à bon coup de prime à quelques semaines de l'événement. Non mais il faut dire aussi les choses. Tout de suite, on peut pas. Libéralisation des bus parisiens notamment, on a renvoyé ça à 2025. Tout de suite, on peut pas venir entacher l'événement. Et comme vous l'avez dit, les mondiales, le rugby en plus est un sport qui quand même véhicule un certain nombre de valeurs, souvent qui sont utilisées en entreprise. Valeurs de l'Ovalie, comme on dit. Exactement, les fameuses valeurs de l'Ovalie. Donc elles sont un peu moins présentes. Alors on parle de quel type de valeurs, le monde de l'entreprise? Les valeurs du collectif, les valeurs de ce sport quand même qui est comme le football d'ailleurs, fondé sur la passe, mais qui est très collectif. On ne peut pas marquer tout seul. Il n'y a quasiment pas d'effet individuel. Donc c'est vrai que pour une entreprise, le rugby, c'est souvent des images que l'on voit dans les fameuses présentations PowerPoint. Donc là, ça y est, on va le jouer en vrai. On espère que nos Bleus vont aller le plus loin possible. On aimerait bien sûr qu'ils décrochent cette Coupe du Monde. Mais moi, je crois que vous avez raison. Il ne faut pas bouder son plaisir. Une fois qu'on a une bonne nouvelle, on va essayer d'en profiter quand même. On va essayer de jouer sur cet élément-là. Et il y a, c'est vrai, des vrais facteurs économiques derrière. Parce que, je parle dans le petit secteur de la distribution, on se met à acheter des drapeaux, des t-shirts, des ballons, et c'est reparti. Et des pizzas, peut-être. Exactement. Non, mais ça booste véritablement les dépenses dans des moments. Est-ce que c'est une légende urbaine, ça, finalement? L'effet Coupe du Monde, finalement, est-ce que
Non, c'est pas une légende urbaine. Hein, il faut savoir que lors de très grands événements sportifs, comme la Coupe du Monde de foot ou de rugby, on voit quand même les ventes de téléviseurs augmenter quelque peu. Hein, donc, oui, mais est-ce que ça se cantonne pas à ça, Rodolphe? Oui, aujourd'hui, avec un peu plus de 2,5 télévisions par foyer, c'est vrai que ça se cantonne un peu plus qu'à ça, parce que le renouvellement, il faut vraiment qu'elle tombe en panne pour en changer. Oui. Mais parfois, on se fait plaisir en se disant, tiens, ça va durer cette semaine, je vais m'offrir un écran plat. Frédéric. Bon, alors, on pourrait dire deux choses, une chose un peu positive, une négative. La positive, c'est vrai que cette période économiquement qui allait de 98 à 2001, alors c'était pas lié à nos deux belles victoires de 98 et de 2000, hein, parce qu'on avait gagné l'Euro 2000 aussi. C'est les belles années Jospin. Là, on avait appelé ça, c'est marrant, dans les bouquins d'histoire économique, ça s'appelle maintenant les 3 glorieuses. Ouais. Oui, c'est marrant. Il y avait les 30, là, on a du bon, on l'a ramené à 3, donc c'est amusant. Et quand j'enseigne ça à mes étudiants, je leur dis c'est les 3 glorieuses. Donc effectivement, c'était. Et puis alors négative, alors ça c'est pas pour faire l'esprit chagrin. Bon, comme ces téléviseurs, ces écrans plats, c'est pas nous qui les fabriquons, ça va un peu déséquilibrer notre commerce extérieur. Voilà. Non mais ça c'était pour faire l'esprit chagrin. Mais sinon je suis d'accord, il faut espérer que tout se passe bien et que on puisse voir aussi évidemment la victoire de notre équipe. Ne boudons pas notre plaisir, mais gardons quand même en tête tout le business. On le disait tout à l'heure, on va écouter Laurent Saint-Martin, le patron de Business France qui était là ce matin. Il disait, en fait, on a créé au niveau des départements, des régions, des espèces de business rugby club. Ce sont les agences de développement économique qui chapeautent ça, et un peu partout, que ce soit dans les Hauts-de-France, dans l'Occitanie, dans le Sud. On va accueillir des entreprises de diverses délégations, des pays qui vont venir jouer sur place pour vendre un petit peu le savoir-faire. Écoutez, tiens, Laurent Saint-Martin ce matin sur BFM. Laurent Saint-Martin. Je souhaite que Total, qui a pris un engagement... Non, ça c'est Bruno Le Maire, ça sera tout à l'heure. Dans notre contexte un peu moins souriant. Je me suis dit, Bruno... Alors, je sais pas, non, il n'est pas là-dessus. Est-ce qu'on peut écouter Laurent Saint-Martin ce matin sur BFM Business ? Décidé de créer ce qu'on appelle les business rugby clubs. On va en faire 10 et à chaque fois qu'il y aura un match dans une ville, sur l'ensemble des villes qui accueillent des matchs, on va connecter des investisseurs, des entreprises étrangères en lien avec les équipes et les nationalités qui jouent. C'est ça qui est intéressant avec nos territoires. Donc on commence ce matin. La Nouvelle-Zélande est accueillie à Saint-Denis ce soir. Donc on va avoir un échange notamment sur nos territoires du Pacifique, l'Océanie et puis comment est-ce que nos entreprises françaises, les entreprises étrangères peuvent davantage se connaître aussi dans nos régions françaises. Voilà, puis des exemples comme ça, il y en a plein. Vous voyez, par exemple, le 23 octobre, il y a un Angleterre-Chili à Lille. On fait venir une 60aine d'entreprises britanniques qui faisaient plus ou moins de la prospection, et puis on va leur montrer un petit peu ce qui se fait là-bas en matière de batteries électriques, d'hydrogène, emballage, fintech, équipement industriel. Voilà, très bien. C'est très malin. C'est très malin, Guillaume. Là, voilà un dispositif à la fois qui est astucieux, dans lequel on utilise un événement sportif pour fabriquer un peu de business, mais moi, ce qui me plaît encore plus, c'est que c'est vraiment du micro-détail, c'est du micro-business, c'est vraiment des entreprises qui rencontrent des entreprises sur des terrains extrêmement concrets. Vous parliez de Lille, Marseille, l'Occitanie, Airbus. Exactement. Et à ce moment-là, c'est là que se créent des liens. Alors c'est vrai que ça sort un petit peu des grands plans, j'allais dire gouvernementaux, qui sont organisés avec des milliards et des milliards d'euros. Peut-être que là. L'un n'empêche pas l'autre, et je pense qu'il a fait le lien avec ce que vous disiez il y a un instant, auquel moi je suis très sensible, qui est que le rugby véhicule ces valeurs-là. Et alors sans juger, parce qu'évidemment on ne veut pas s'attirer les foudres de nos auditeurs en faisant une hiérarchie entre les sports, mais bon, c'est vrai que par rapport au football, il faut quand même reconnaître que dans le rugby, il y a des valeurs un petit peu différentes. Et ce que vous disiez sur le fait qu'il y a un continuum entre ces valeurs sportives et les valeurs économiques. Je pense que chacun le constate. On voit même dans la personnalité de quelqu'un comme Fabien Galtier, c'est quelqu'un qui d'ailleurs est beaucoup invité par les entreprises à faire des conférences. Je dois dire, mon entreprise, nous avons invité Fabien Galtier, qui a parlé devant nos équipes. Et vous l'avez fait... racontez-nous ça. C'est avant qu'il soit nommé sélectionneur, et ça a eu un effet vraiment très important. Il a parlé des valeurs communes, l'amour du maillot, le collectif, la stratégie. Et il a vraiment des formules qui s'adaptent aussi bien au rugby qu'au monde de l'entreprise. Je me souviens d'une formule que j'ai notée, parce que moi je prends des notes. Il dit finalement, je cite ces mots, pour manager les hommes, il faut des process et il faut du rêve. Et je pense que c'est une très belle formule, et donc moi je l'ai notée, et je pense que les équipes ont été marquées de ça. Et donc dans le rugby, il y a ces valeurs-là. C'est pas étonnant qu'il y ait des retombées économiques. Frédéric Ferrat, il a raison, Guillaume. Oui, mais on peut retrouver aussi cet esprit du collectif. Alors c'est pas parce que je suis un fan de football, mais je suis Didier Deschamps. Non, mais c'est pas pour défendre Didier Deschamps au détriment d'un ou d'un autre, mais c'est vrai que c'est très important de cette dimension, effectivement, du rêve. Et alors, si vous aimez les citations sur le rêve, je vous en offre une très belle, qui est celle qui vient d'Antoine de Saint-Exupéry. L'homme est un rêveur définitif.
Voilà, c'est joli, non? C'est joli, ouais. Voilà, c'est vrai. Aujourd'hui, il faut qu'on continue à rêver quand même. C'est ça que j'espère que ce soir, on va faire plus que rêver. On va faire plus que oui, non, parce que surtout que c'est le match d'ouverture, c'est une belle affiche quand même. C'est le match d'ouverture. Non, mais pour revenir à ce qui va se faire au niveau des régions, j'ai l'impression que c'est une culture qu'on n'avait pas encore il y a quelques temps. Pas du tout. Pas du tout. Et on sait quand même que le commerce extérieur est un élément quand même assez critique pour la France, quand on compare à un certain nombre de pays qui nous entourent. Donc c'est vrai que d'initier cela d'une manière un peu différente que du business classique, traditionnel, en ouvrant un pays ou en déclenchant, etc. Là, je trouve que faire rencontrer des entreprises, soit pour qu'elles viennent s'installer chez nous, soit pour qu'on puisse arriver à faire du business chez elles, c'est quand même une très belle idée. On doit venir beaucoup des rugbymen ou c'était l'exception, Fabien Galtier? On a eu le nez creux, parce que de nouveau, c'était avant qu'il soit sélectionneur, mais voilà, on a vraiment apprécié l'impact qu'il a eu sur les équipes. Et je dirais, dans cet événement Coupe du Monde, il y a à la fois les valeurs du rugby, c'est clair, mais je pense qu'un événement comme celui-là, on n'a pas le droit de le louper. La France est vraiment regardée. Moi, je pense que au-delà du folklore, du côté peut-être un peu amusant, le côté un peu pizza party devant la télé, on est regardé. Et puis voilà, un peu comme les trains qui n'arrivent pas à l'heure, je pense que s'il y a des problèmes de logistique, de grève, etc., ça va quand même nous faire un peu mal. Donc vraiment, voilà, de nouveau, faisons mentir nos clichés. Ça va nous permettre de nous roder. Bien, 18h26, 3 minutes avant la pause, mais je vois quand même qu'on commence à parler un petit peu des chiffres de l'INSEE qui sont sortis hier, qui nous disent quoi? Que ça ralentit sans s'effondrer littéralement. D'ailleurs, l'INSEE revoit à la hausse ses prévisions de croissance, puisqu'elle nous disait 0,6% au printemps, elle nous dit 0,9%. Avec une inflation qui va continuer à se tasser, pour aller doucement vers les 4% d'ici la fin de l'année. C'est pas si noir que ça, Frédéric, ces chiffres, quand même. Non, c'est pas si noir que ça. Mais après, si on regarde un peu ce que nous dit cette note, si la consommation va un tout petit peu mieux, c'est l'investissement qui se tasse. Oui. Alors que dans la note précédente, c'était la consommation qui se tasse et l'investissement qui allait un peu mieux. Donc effectivement, on est dans un truc où ce qu'on appelle la demande, puisque investissement consommation, on associe ça aussi à la demande, montre que c'est quelque chose qui reste fragile. Ça c'est un. 2, sur l'inflation, il y a quelque chose qui est très intéressant qui est dit dans la note sur la consommation. Dans la note, il est dit que si en valeur, on voit que la consommation augmente, mais en volume, elle n'augmente pas. Et qu'au contraire, en volume, on assiste au contraire à une baisse, effectivement, de cette consommation, et on voit une épargne qui remonte à 18,8. Donc, nous dit toujours la note. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de contrasté, et même si il ne s'agit pas de s'inquiéter plus que ça, peut-être sur le front de l'emploi, parce que les nouvelles semblent pas si mauvaises que ça, mais disons, on est dans une dynamique qui est moins prononcée que quelque temps auparavant. Donc, on reste fragile, et le danger, c'est de voir comment on va tenir cette croissance qui est un peu meilleure mais qui reste fragile, avec un budget de l'État qui veut s'orienter vers une rigueur entre guillemets relative. Donc, pour ça avec le terme rigueur. Oui. Non, mais je veux dire, ce terme est empoisonné. Je peux l'expliquer de manière plus précise, parce que il s'agit pas, quand on dit rigueur, tout de suite on imagine que les dépenses reculent. C'est comme par exemple sur l'inflation. C'est-à-dire, les gens, ils espèrent que par exemple sur les prix alimentaires, les prix vont revenir en arrière. Non. Ce qu'il faut bien comprendre, tout ce qu'on peut espérer sur les prix alimentaires ou sur l'inflation de manière générale, même pas sur les prix alimentaires. L'inflation en tant que telle, c'est pas de savoir si les prix vont reculer, c'est est-ce qu'ils vont augmenter moins vite que par le passé. Mais le principe, le principe de l'inflation, c'est de toutes les façons, quand il y a inflation, c'est qu'il y a une augmentation des prix plus ou moins lente. Allez, on marque une petite pause, bientôt 18h30, et puis on revient tout de suite. Pour l'instant, je vous redonne les grands titres de l'actualité. On est ensemble jusqu'à 19h, bien sûr. Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général. BFM Business, l'info éco. 18h30 sur BFM Business, les grands titres ce soir. Les dirigeants des pays du G20 arrivent petit à petit à New Delhi pour un sommet qui va durer tout le week-end. Vladimir Poutine, cela dit, ne sera pas présent. Le Chinois Xi Jinping non plus. C'est Joe Biden en fait qui va occuper en quelque sorte le devant de la scène. Les Américains cherchent justement à resserrer leurs liens avec l'Inde pour peser face à la Chine. C'est l'une des pistes envisagées pour faire des économies à la Sécu l'an prochain. Le ministre de la Santé confirme que la franchise payée par les assurés sur chaque boîte de médicaments va, je cite, probablement doubler.
Elle s'élève pour l'instant à 50 centimes par boîte. Aurélien Rousseau précise cela dit que quoi qu'il arrive, le reste à charge maximal pour chaque assuré restera bien lui plafonné à 50 € par an l'année prochaine. La Coupe du Monde de rugby, on vient d'en parler, débute tout à l'heure avec le match France-Nouvelle-Zélande au Stade de France à 21h. La France va se roder par le biais de cette compétition avant les JO l'an prochain, compétition qui pourrait rapporter jusqu'à 2,4 milliards d'euros au pays, d'après une étude du cabinet de Deloitte qui date de 2017. Et puis un mot de foot, on a appris que l'appel d'offres pour octroyer les droits télé de la Ligue 1 à partir de 2024, d'après que cet appel d'offres serait lancé mardi prochain, le patron de la Ligue, Vincent Labrune, disait toujours en juin dernier espérer récolter autour d'1 milliard d'euros pour les 3 saisons. 18h31, les experts reviennent dans un petit instant sur BFM Business. À tout de suite. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Allez, 18h33, les experts sont toujours là jusqu'à 19h. Guillaume Autier, Frédéric Farah et Rodolphe Bonas. Bon, petit tour de table sur ces chiffres de l'INSEE. Vous inquiète, vous, Rodolphe, ou pas? Bon, ça ralentit, mais ça résiste. Non, ce que disait Frédéric est exact. Alors, on voit très bien cette histoire qui était évoquée entre investissement et consommation. On voit très bien que finalement, notre pays, dont 50% du PIB repose sur notre propre consommation, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que mécaniquement, c'est sûr que lorsque on prévoit un ralentissement de la consommation, mécaniquement les investissements diminuent. Lorsque tout d'un coup la consommation reprend des couleurs, les investissements s'emballent. Bref, on voit bien que mécaniquement, on en parlait tout à l'heure. C'est pour ça que ce pays qui est extraordinaire, qui a les plus beaux atouts possibles, maintenant il faut qu'on apprenne aussi à les exporter. Il faut qu'on apprenne aussi à les vendre à l'extérieur pour trouver d'autres leviers de croissance. Guillaume Autier, vous êtes au cœur du réacteur. Un meilleur taux, vous voyez ça tous les jours. Comment est-ce que vous regardez la configuration? Alors, justement, en effet, il y a un effet taux, je vais y venir, mais je pense en effet que d'abord, c'est plutôt une bonne nouvelle. On avait fait des débats à la fin de l'année 2022. On était assez consensuel sur le fait que la France serait probablement très proche de la récession 2023. 0,9%, c'est honnêtement inespéré. C'est une très bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle que je note, et on a une capacité à digérer ces bonnes nouvelles, honnêtement, extrêmement rapide. Il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, dans l'économie française, quand on faisait moins de 1% de croissance, le chômage augmentait. On a un chômage qui continue de baisser. C'est encore plus le cas aux États-Unis, en fait, où le chômage reste à des niveaux extrêmement faibles. C'est quand même vraiment aussi le cas en France. Il y a quand même bien longtemps qu'on n'a pas eu un taux de chômage qui est entre 7 et 7,5%. C'est aussi une très bonne nouvelle, malgré un taux de croissance qui reste quand même assez faible, reste en dessous de 1%. Et je dirais, troisième point, qu'est-ce qui peut menacer cette croissance cette année? C'est probablement, en effet, les taux, c'est probablement la politique monétaire. S'il venait la mauvaise idée aux banquiers centraux de dire il y a encore un risque inflationniste, on va encore se fâcher, si vous me passez l'expression, ce serait évidemment une très mauvaise idée. À ce stade, on ne peut pas complètement l'exclure. On sait qu'on était, je pense, sur ce plateau assez consensuel pour dire que la Banque centrale avait frappé trop fort. Elle s'était probablement trompée de notre point de vue sur les causes de l'inflation. Les causes de l'inflation, elles tiennent à des effets essentiellement post-Covid, un déséquilibre, et pas du tout à des phénomènes macroéconomiques qu'on a l'habitude de corriger par la hausse des taux. Et ça, c'est une vraie menace. Est-ce qu'on va payer encore les effets néfastes des hausses de taux qui sont déjà passées? Est-ce qu'on a encore... On a probablement absorbé l'essentiel dans le métier, le marché qu'on connaît le mieux, qui est le marché du crédit immobilier. On s'achemine vers une forme de stabilisation, mais stabilisation après une hausse qui a été totalement vertigineuse. Au début de l'année 2022, les gens empruntaient en gros à 1%. Maintenant, ils empruntent en gros autour de 4%. Et ça veut dire une baisse de pouvoir d'achat extrêmement forte. Ça a un impact sur ce secteur qui, quand même, je rappelle, représente 10% du PIB en France. L'immobilier, c'est 10% du PIB, absolument colossal. Vous avez vu certains acteurs, enfin nous, on est évidemment un maillon de la chaîne, on est un intermédiaire en crédit, mais il y a évidemment le secteur de la construction, de la promotion. Eh bien, énormément d'acteurs, un peu tardivement d'ailleurs, lèvent la main, voire crient de douleur en disant qu'ils souffrent vraiment terriblement. Donc il y a, dans un contexte finalement qui se porte mieux que prévu, eh bien, des secteurs qui souffrent terriblement, notamment sous l'effet taux. On en parlera tout à l'heure avec la déclaration de la patronne de Nexity, on va dire un mot. Oui, Rodolphe. Juste, ça ralentit les projets. C'est-à-dire que soit ça en annule certains, ou ça les freine, pardon. Et ça, je rejoins tout à fait votre point de vue. Quand le bâtiment va, tout va. Et c'est une réalité que là, c'est un vrai problème. On a un taux de chômage qui est à 7,1%. Regardez les projections de la Banque de France. 7,4, nous dit-elle, fin 2024. 7,6 fin 2025. Donc ça remonte doucement, ça pourrait être pire, pardon. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, elle veut aller chercher les 5% d'ici la fin du quinquennat. Comment est-ce qu'on va chercher les 5%? Si tant est que ça soit possible, finalement, pour vous, Frédéric, maintenant. Ou
est-ce qu'il faut faire une croix dessus, tout simplement? Je ne sais pas s'il faut faire une croix dessus, parce que je pense que toutes les évolutions récentes du marché du travail nous invitent à la prudence, parce que souvent on nous a annoncé que ça allait mal se passer, ou autre. Donc bon, prenons les choses avec prudence. Deux remarques, et par rapport à la question des taux. Ce qui est intéressant, c'est de comparer politique économique américaine et ce qui se passe en Europe, et pas spécialement chez nous. Les taux d'intérêt aux États-Unis avaient augmenté, mais qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis pour faire face et que ça ne grippe pas leur machine? L'État américain est venu entrer dans la danse. Il a fait l'IRA, il est venu intervenir avec des impulsions budgétaires quand même considérables, qui n'ont rien. De l'autre côté, nous en Europe, au niveau européen, on a du mal à trouver une réponse collective, parce que toute la question qui se pose, si on veut refaire des plans de relance type celui qu'on a eu, il y a toute la question, c'est de trouver des ressources propres à l'Union européenne. Alors, ce qui n'est pas facile, parce que tout le monde n'est pas d'accord, ce qu'il faut faire. Donc, les États-Unis ont réussi à avoir une meilleure combinaison, puisque d'un côté, ils ont dit, OK, il y a resserrement monétaire, mais l'État américain a dit, on dépense, et on voit bien l'effet de l'IRA, que c'est plutôt quelque chose qui aspire les investissements, et tout, surtout que l'énergie aux États-Unis est encore moins chère, donc évidemment, les États-Unis deviennent attractifs. Donc il faut trouver une combinaison pareille en Europe pour pouvoir dynamiser, et si on se retrouve dans quelque chose qui tend vers quelque chose, je sais que ce mot rigueur, austérité, il faudrait passer des heures pour les expliquer, et je sais parce que ce sont des pots de banane, est-ce qu'on arrivera à trouver le bon mixte entre les deux au niveau européen? Ça, c'est à voir de l'autre côté. Autre remarque, qu'est-ce qui fait qu'avec une croissance aussi moyenne, l'emploi se porte bien? C'est parce que si demain, ce que l'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire un retour d'une productivité plus soutenue, la productivité repartait de manière sérieuse et qu'elle dépassait en rythme la production, alors là, on fera autre chose sur le front de l'emploi, en tant que tel. Donc là, d'une certaine façon, je dis pas que le pari du plein emploi est perdu ou pas perdu, mais prudence, surtout que nous, on doit composer aussi avec un environnement européen qui parfois peut être favorable et parfois défavorable. Souvent défavorable de l'avis des politiques. Voilà. Oui, voilà. Guillaume, vous vouliez dire un mot? Oui, je pense que le consensus des économistes dont je ne suis pas, mais ceux que je lis, tente à dire que 7% de chômage en France, en fait, c'est le chômage frictionnel. Ouais. Ça dépend des économies. Peut-être que taux de chômage structurel, le taux de chômage, on va dire en dessous duquel on peut pas descendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, et je pense qu'on a tous dans notre entourage des gens qui sont dans cette situation, le cadre à la fois de droit du travail et puis le cadre social permet aux gens de toucher des allocations chômage, finalement de façon un peu volontaire. C'est évidemment très provoque de dire ça, mais il y a aussi des aspects positifs. Combien de gens ont créé leur entreprise en étant finalement financés par Pôle emploi? On peut même dire que le premier venture capitaliste de France, c'est en fait Pôle emploi. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Il y a des aspects positifs. Et ça, alors, beaucoup d'études l'ont chiffré. Au fond, ce phénomène de chômage, soit frictionnel, soit structurel, on peut l'appeler comme on veut, probablement correspond aux 7%, alors peut-être à 1% près. Mais on n'est pas dans une économie, on n'est pas dans un cadre social, sauf si on décide de le changer, où le chômage peut en fait descendre à 3 ou à 4%. Et donc en fait, 7%, c'est une sorte de plancher. Alors est-ce qu'on va remonter à 7,3, 7,4 ? On verra bien. C'est une variation assez faible. Il y a un débat entre les économistes pour savoir où est-ce qu'on situe le taux de chômage structurel en France. Oui, mais alors c'est marrant parce que ça renvoie à un très vieux débat économique très très vite, où on avait dit à l'époque, alors c'est marrant, on disait si on descend plus bas, ça relance de l'inflation. En anglais, ça s'appelle NERU, ce truc, ça, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Donc, c'est-à-dire l'idée que si on descend un certain truc, c'est l'inflation qui repart, donc on arrive là. Alors, c'est marrant au moment où l'inflation repart. Enfin, mais bon. Allez, puisqu'on parle d'inflation, on va revenir au pouvoir d'achat avec la folle semaine donc de Bruno Le Maire, qui a encore beaucoup bataillé pour défendre le pouvoir d'achat, coup de pression sur les industriels de l'agroalimentaire et sur la grande distrib, surtout sur les industriels. Et puis hier matin, le petit coup, alors peut-être pas coup de pression, mais appel du pied à Total Énergie pour qu'il maintienne au-delà du 31 décembre son fameux plafond sur le litre de carburant. Écoutez, Bruno Le Maire hier matin. Je souhaite que Total, qui a pris un engagement que je salue, de plafonner les prix de tous les carburants, diesel, essence, à 1,99 € jusqu'à la fin de l'année, prolonge ce plafonnement à 1,99 € de tous les carburants au-delà du 31 décembre 2023. Mais Patrick Pouyanné, le patron de Total, il vous a dit OK ? C'est à Patrick Pouyanné de prendre la décision, mais je salue le choix qui a été fait par Total depuis plusieurs mois et je souhaite, une fois encore, je lui fais confiance pour qu'il prenne en considération les difficultés de nos compatriotes et qu'il maintienne un plafonnement de tous ces carburants, diesel et essence,
au-delà du 31 décembre, à 1,99 €. Total est le seul pétrolier français qui nous reste. Le seul grand pétrolier français qui nous reste, c'est Total. Ça doit être un atout, pas simplement pour la nation française de manière générale. Bon, je demanderai à Guillaume Mottier ce qu'il en pense, mais je crois qu'on avait déjà parlé un petit peu de tout ça la semaine dernière. Oui. Peut-être d'abord, Rodolphe, il fait le job là. Là, Bruno Le Maire, est-ce que c'est efficient ce que fait Bruno Le Maire? Alors là, aujourd'hui, il s'agite mécaniquement et il essaye d'occuper le terrain d'un gouvernement qui voit bien que la première préoccupation des Français, bien sûr, c'est le pouvoir d'achat. L'inflation a joué, entre guillemets, malheureusement, ce dispositif de contracter le budget des ménages français dans une logique où il intervient sur deux principaux phénomènes qui sont, un, l'alimentaire, deux, le carburant, pour deux raisons. Ce sont encore les dépenses, j'allais dire, non contraintes mais obligatoires, qui ont une fréquence de visite de la part des consommateurs qui est élevée et donc qui sont des points de cristallisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ont encore en mémoire des pleins de carburant qui sont sans doute à la dizaine inférieure. Donc ils ont ça en tête. Donc quand ils font leur plein tous les jours, ils disent mais bon sang, il y a encore quelques mois, j'étais dans les 45 €, là je suis dans les 55, donc ou en plus de 50. Donc ce passage de dizaine, il a vraiment un impact sur la perception qu'on a. C'est vrai, c'est pas vrai. Après, il y a même certaines situations où quand on interroge les Français, et même certaines tranches de Français disent oula, mon pouvoir d'achat c'est terrible. Et en fait, en réalité, le pouvoir d'achat n'a pas forcément baissé, mais ils le ressentent comme ça. Donc là, Bruno Le Maire, lui, il est concentré là-dessus. Et après, ça me fait toujours sourire quand je vois le gouvernement s'agiter autour du sujet du carburant, parce que le premier bénéficiaire, lorsqu'on fait son plein, c'est quand même l'État. Donc mécaniquement, le premier qui peut agir, c'est l'État. Donc c'est bien de demander aux pétroliers de faire le boulot, mais c'est quand même aussi l'État que ça se passe. Guillaume Mottier, dans mon souvenir, vous aviez un regard assez critique sur l'agitation de Bruno Le Maire. Là, alors, agitation, c'est pas un mot que j'emploierais. Et puis, moi, je critique pas les intentions. Je pense qu'on peut tout à fait comprendre qu'un homme politique, le ministre de l'économie, souhaite de bonne foi se saisir de ce sujet. C'est un sujet qui est en effet beaucoup commenté. Il s'en saisit. Je pense qu'on peut pas lui faire ce reproche. En revanche, c'est clair que à la fois, donc là, on est sur le 3e épisode d'une séquence qui a commencé avec la grande distribution et l'agroalimentaire, qui ensuite, d'ailleurs, le lendemain, est passé par les assureurs. Donc là, le gouvernement a décrété que les tarifs d'assurance ne devaient pas augmenter. Ah bon? Et puis qui finit par Total, avec d'ailleurs, je le note, un changement de ton à chaque fois. Là, finalement, on est plus poli, on demande à Patrick Pouyanné, on le convoque pas à Bercy comme un mauvais élève. Vraiment, tout le monde s'est parlé en coulisses la semaine dernière. Voilà, il y a eu quand même un changement de ton, ce qui est plutôt positif. Bon, moi, comme je l'avais dit la semaine dernière, je trouve que cette approche dans laquelle le gouvernement considère qu'il est mieux placé que des industriels qui sont en contact de leurs clients, de leurs fournisseurs pour fixer les prix. De nouveau, je critique pas l'intention, mais c'est juste quelque chose qui est totalement infantilisant. Quand on dit que Total doit ajuster ses prix, on imagine qu'un industriel comme ça peut ajuster les prix sans rien changer d'autre. Le prix sur un marché, c'est le rencontre d'une offre, d'une demande, il y a des fournisseurs. On doit forcément ajuster d'autres choses quand on ajuste un prix. Est-ce que Total doit faire de la modération salariale finalement pour financer ça? Comment on finance cette mesure? Je trouve qu'en disant simplement qu'on peut agir sur les prix et ne rien changer d'autre, on fait évidemment une mauvaise pédagogie de ce sujet. Et puis je vous rejoins. Finalement, il y a une façon très simple de rendre le pouvoir d'achat aux Français, c'est le sujet fiscal. Je rappelle juste, sujet d'ailleurs dont on parle extrêmement peu, la hausse de la taxe foncière qui vient d'être décidée. Alors on peut dire c'est les collectivités locales, mais bon, c'est la sphère publique de façon générale. C'est 2 milliards d'euros de pouvoir d'achat en moins, voilà, qui a été décidé par les collectivités locales, 7% de hausse sur un montant d'à peu près 30. Indexé sur l'inflation après. C'est significativement plus que l'impact de la mesure, d'ailleurs de toutes les mesures combinées qu'on demande aux assureurs, à Total et aux distributeurs de prendre. Frédéric Farah, action salutaire du ministre de l'économie, là encore, nouvelle... Non. Alors, on va dire, je comprends ce que ça demande et je comprends qu'on demande un effort à Total. Ouais. Même si effectivement, c'est pas magique, ça sort pas de la poche comme ça, etc. C'est ça ou une surtaxe oui, non, mais il y a plusieurs choses. Donc, l'État, dans toutes les aides diverses en matière énergétique et autres, depuis le début de la crise énergétique, il a mis sur la table 83 milliards au total. Bon, donc 83 milliards dans des budgets qui deviennent de plus en plus compliqués. Il a reçu un rapport qui lui a expliqué que le coût de la transition énergétique annuelle, ce serait 66 milliards à raison de 33 milliards pour les finances publiques. Il n'est pas obligé de suivre ça, bien évidemment, c'est le rapport Ferry-Mahfouz, mais en tout cas, voilà. Donc, il se dit...
il me faut des recettes pour faire cela. Et comme en plus aujourd'hui, on parle de pédagogie, on a fait comprendre aux Français depuis 30 ans que le seul moyen de leur rendre du pouvoir d'achat, c'est agir sur la fiscalité. Alors qu'il y avait un autre sujet qui est passé sous la table pendant longtemps, c'était les salaires. Donc, certes la fiscalité, mais les salaires aussi, c'est une question qu'il faut... Aujourd'hui, moi, ça ne me choque pas qu'on demande un effort à Total, mais que ce soit un effort intelligent, réfléchi économiquement, etc. Je suis tout à fait d'accord. La question est de savoir, on ne peut assister que ça de la part de l'État pour plusieurs raisons. De toutes les façons, historiquement, des années 80 à nos jours, tous les outils qu'avait l'État pour intervenir, contrôle des prix, encadrement du crédit, je ne dis pas qu'il faut en avoir la nostalgie, il s'en est débarrassé successivement. Donc finalement, à défaut d'instruments réels, il lui reste la parole. Quand on est un peu impuissant, on communique beaucoup en espérant retrouver de la puissance qui s'est évadée. Bon, très bien. 2. En tant que tel, aujourd'hui, l'État, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est devenu l'assureur général. C'est-à-dire, dans les temps des crises, que ce soit les consommateurs, les entreprises, fait de l'assurance, tous azimuts. Donc évidemment, on se tourne vers lui tout en le critiquant en permanence. Ce temps-là arrive à sa fin, là, Frédéric. Oui, mais voilà, mais c'est là où on retrouve mon petit truc sur la rigueur de tout à l'heure. C'est-à-dire que, d'un côté, on dit la franchise, etc. On a fait des économies sur la sphère sociale, sur l'assurance chômage, on a fait des économies sur les retraites, on demande qu'on va peut-être solliciter un peu plus les assurés. Donc moi, ça ne me choque pas fondamentalement qu'on demande un effort à Total, surtout que Total se porte plutôt bien, mais il ne s'agit pas de penser ça n'importe comment, il faut le réfléchir. C'est du cours, c'est du temps politique. Voilà. Oui, mais Frédéric, on peut pas se retrouver dans une situation dans laquelle on demande aux pétroliers de faire un effort pour qu'on puisse faire notre plein, on demande aux distributeurs, aux industriels de faire un effort pour qu'on puisse acheter à manger, on demande aux entreprises de pouvoir donner un peu plus pour faire en sorte que les banques alimentaires, les restos du cœur puissent assurer l'aide alimentaire sans se poser la question à un moment ou à un autre de l'efficience de dispositifs étatiques en disant attendez les gars, finalement on a un poids de la fiscalité qui est très important. L'idée c'est pas de payer moins d'impôts, l'idée c'est d'être plus efficace dans l'exécution même de la vocation publique. Et ça, je rappelle surtout qu'il y a un levier beaucoup plus efficace pour jouer sur les prix qui s'appelle la concurrence. Un ministre de gauche qu'on connaît tous avait prononcé cette phrase pleine de bon sens, disant que l'arrivée de Free sur le marché des télécoms avait eu un impact beaucoup plus important sur le pouvoir d'achat des ménages que n'importe quelle mesure de régulation des prix. Qui était ce ministre, je ne l'ai plus en tête. C'est Arnaud Montebourg, et c'était pour le coup très très bien vu et très très bien dit. Je pense que dans ce que vous venez de dire sur le pouvoir de la parole, le ministère de la parole, alors peut-être que c'est de l'agitation, etc. Moi je ne me prononce pas de nouveau, je ne veux pas critiquer les intentions. Juste je note les effets négatifs du fait qu'un ministre de l'économie puisse brandir la menace fiscale. Alors peut-être qu'à la fin, Total va s'exécuter, peut-être qu'on l'aura, le litre à 1,99, mais finalement, pour quel prix? Un prix, finalement, en termes d'attractivité, on a commencé par exactement. L'image d'un investisseur, vous voyez, peut-être qu'Elon Musk se demande s'il va créer une gigafactory en France, etc. Eh ben, il entend que le ministre de l'économie, finalement, si on n'obtient pas le prix qu'il demande, eh ben, il peut faire voter une taxe au Parlement. Quelle sécurité juridique, quelle sécurité fiscale ça donne? Quelle image ça donne? Il faut être dans la bordure pour dire ça, effectivement. Tiens, vous gardez la main, Rodolphe, puisque alors c'était un débat aussi cette semaine autour du pouvoir d'achat, la shrinkflation. Ah oui, la shrinkflation. Alors la shrinkflation, on rappelle effectivement, c'est ce mécanisme qui consiste, c'est un petit peu moins au même prix, quoi. Voilà. Alors. Il y a eu tout un débat. Emmanuel Le Chip ce matin disait pique-pendre de ce débat autour de la shrinkflation. Est-ce que pour vous, il y a un vrai débat? Bruno Le Maire a dit qu'il voulait se saisir de cette question aussi. En plus, voilà. Et nos confrères de l'opinion, je ne sais pas si on va voir la une, ont titré ce matin sur ce sujet. C'était l'éditorial de notre confrère Nicolas Bétou, si vous nous regardez à la télévision. Shrinkflation. Piège à con, voilà. Je cite Nicolas Bétou, faire porter la responsabilité de ces pratiques sur les grands groupes de l'agro, c'est évidemment moins dangereux pour leur chiffre d'affaires que de déférencer les produits trompeurs et de les sortir des rayons. Oui. Comment est-ce que vous regardez ce débat, vous? Alors, il y a du vrai là-dedans. Donc, tout d'abord, très précis, la shrinkflation, vous l'avez compris, c'est ce que vous disiez. C'était un dispositif historique qui a toujours existé, qui est autorisé, qui est légal, qui consiste à finalement faire en sorte que la valeur faciale du produit qu'on achète ne change pas. Et même si on doit passer des hausses. Donc le seul moyen de ne pas changer la valeur faciale du produit, c'est d'enlever du produit. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un Français sur deux fait ses courses à plus ou moins de 5 €. Donc à un moment, si on joue trop facilement sur cette valeur faciale, et bien finalement notre produit ne sera pas acheté. En gros, c'est ça la shrinkflation, ça a toujours existé. Ce qui est un peu perturbant dans ce qui a été révélé sur BFM TV, c'est l'idée même que finalement on ait un dispositif un petit peu à double niveau. C'est-à-dire que on fait passer des hausses sur le fond d'une inflation réelle et en même temps,
je fais de la shrinkflation, c'est-à-dire je fais changer le prix et la valeur faciale, en gros plus 10%, et en même temps j'enlève 7 ou 8% de produits. Double peine. Là, pour le coup, c'est un double peine et c'est pas tout à fait acceptable. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est une réalité, c'est que les marques qui sont révélées, c'est pas des marques prises au hasard. C'est des marques qui, dans le rayon, sont des marques tracteurs dans lesquelles, finalement, leur position est un petit peu hégémonique. C'est-à-dire, il y a certaines marques de couches-culottes, ou bien de pâte à tartiner, ou bien de soda, qui sont indétrônables. Pourquoi ? Parce que si vous, en tant que distributeur, vous les enlevez de ces rayons, vous allez perdre des clients. Oui. Donc mécaniquement, c'est vrai qu'on se retrouve dans un débat où là, on révèle que parfois, il y a un rapport de force qui n'est pas celui qu'on croit. Oui. Par mois, la marque est plus forte que celui qui la vend. C'est vieux comme le monde, hein, Frédéric. Voilà, donc, Oui, et puis, alors, ce qui est bien, en fait, c'est vieux comme le monde. Alors, ce qui est pas mal dans ce contexte de retour d'une inflation plus soutenue, il y a plein de termes qui arrivent. Par exemple, comme l'inflation qui est liée au fait de la transition énergétique, greenflation, par exemple. Quand il y a l'inflation liée à des comportements de marge un peu qu'on trouve excessifs, greedflation, hein, parce que greed, la gourmandise, hein, donc inflation gourmande. Donc là, on en a. Il y a la cheapflation. Vous savez, c'est le concept qui consiste à remplacer le beurre par la margarine. C'est-à-dire, voilà, je fais du cheap. Voilà, mais de manière plus sérieuse, je dirais que, en fait, tellement, je crois, c'est vraiment un casse-tête général, à la fois que ce soit pour les entreprises, pour l'État. Si on prend le cas de la France, comme on n'avait pas vu d'augmentation de prix, même si aujourd'hui ça va un petit peu mieux, pareil depuis 1985, c'est comme si vous aviez perdu de vue un phénomène, vous saviez plus comment le traiter, vous aviez tellement eu l'habitude que finalement les augmentations de prix, je dis pas qu'elles n'existaient pas, mais elles étaient dans d'autres fourchettes, que soudain, comme s'il y a un truc qui avait disparu depuis 38 ans, qui réapparaît, on se dit, oh, mais c'est quoi ce machin? Comment on fait avec c'est le monstre du Loch Ness, comment on fait avec ce truc, alors que on avait vécu, souvenez-vous, l'expression à une époque qui était dans la grande modération. C'est vrai. C'était ce qu'on appelait la grande modération, que ce soit effectivement des salaires, de l'inflation, etc. Et là, maintenant, on se dit, ah, mais c'est quoi ce truc un peu bizarre qui me revient? Donc chacun essaie de bidouiller des trucs et on ne sait pas trop ce qu'on fait avec. Et on croyait que ça n'allait pas revenir. Alors, c'est ça qui est curieux. 2 minutes, Guillaume, vous nous avez alerté, cet après-midi sur le message qu'a fait passer la patronne de Nexity, Véronique Bédag, avant-hier, dans le journal Le Monde, interview au journal Le Monde. Qui décrit la situation du secteur immobilier. La crise du logement est violente, les chiffres sont encore pires que ce qu'on pouvait anticiper. Dans n'importe quelle industrie où les clients se voient couper de leurs moyens de paiement dans une telle proportion, je la cite, quelqu'un regarderait ce qui se passe. On alerte sur les conséquences, mais personne ne nous écoute. Comment vous regardez On a, nous, alerté encore plus tôt, alors peut-être pas plus fort à l'échelle de nos moyens. Elle a évidemment raison. Je pense qu'il y a un peu 3 phénomènes. Il y a un phénomène mécanique, qu'on peut comprendre, la hausse des taux. Elle prive les gens d'une partie de pouvoir d'achat. Je dirais, c'est la vie, même si, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, probablement les banques centrales ont eu la main un peu lourde. Mais enfin, cet effet et le retour à un niveau de taux un peu plus normal, finalement, était quand même plutôt attendu. Et je dirais, ça, c'est pas la faute du gouvernement ou la faute d'un environnement. Il y a deuxièmement, et ça, pour le coup, les pouvoirs publics sont complètement responsables. Ils ont ajouté une couche réglementaire. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors, c'était pas de la shrinkflation ou des sujets de ce type. Mais je rappelle qu'à la fin de l'année 2019, donc avant quelque chose qui s'appelle le Covid et qui a quand même bouleversé tous les référentiels économiques, le gouvernement a dit, ça s'appelle le HCSF, mais c'est un phoné du gouvernement, c'est un haut comité, mais la vérité c'est que c'est le ministre de l'économie, ses services et le gouverneur de la Banque de France qui prennent ces décisions, qui ont mis vraiment en coupe réglée le crédit immobilier dans ce pays, en expliquant à des banquiers, dont c'est quand même le métier, qui ont évidemment des bilans, des modèles de risque, eh bien qu'il fallait des normes extrêmement strictes sur l'accès au crédit immobilier. Et on voit que ce marché, sous l'effet combiné des deux, il y a les deux, c'était un effet de marché et un effet réglementaire, il est en baisse aujourd'hui. Alors selon les sources, c'est soit moins 40, soit moins 50%. Moins 45% de prêt sur un an. On parle du marché du crédit immobilier en France, donc de 300 milliards, l'un des plus gros marchés en Europe, un marché absolument énorme qui baisse de 40 ou 50%. Il y a juste une décision immédiate que le gouvernement doit prendre. Il doit évidemment abroger ces règles du HCSF. On est très étonné que... On nous dit c'est pour stopper la spirale de l'endettement des ménages. C'est ça l'argument qui répète en boucle. Et la spirale à laquelle nous assistons, c'est la spirale exactement inverse. C'est un secteur qui, évidemment, est en voie d'extrême crise. Et c'est
toute une chaîne, comme je l'ai dit, c'est 10% du PIB, et ce n'est pas qu'un plaidoyer pro domo. Nous sommes un tout petit maillon dans cette chaîne. Il y a surtout des acteurs beaucoup plus gros, dont évidemment Nexity fait partie, qui sont menacés. Je dirais, pour être complet, il y a un troisième élément qui est tous les dispositifs publics. Ça, on peut comprendre. Moi, je ne vais pas me renier. On peut comprendre que le gouvernement, sur des dispositifs comme le PTZ, soit finalement un peu plus restrictif. Les acteurs ont pu dire non, il faut maintenir le PTZ. Nous, on est responsables et on est cohérents. On dit que c'est normal de faire leur examen. Mais sur le sujet de l'encadrement réglementaire, évidemment, il faut revoir ça. Et ben voilà, le message est passé, mise en garde de la patronne de Nexity avant-hier dans Le Monde. Voilà, 18h56, c'est terminé pour ce soir. Merci messieurs d'être passés. Rodolphe Bonas, Frédéric Farah, Guillaume Mottier, merci beaucoup à tous. Merci. Dans un instant, 19h, les pionniers chez Fred Mazella. On se retrouve, nous, lundi, 18h pour de nouvelles aventures, bien sûr. Bonne soirée, bon week-end. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.